je suis Charles Dowding. Cela fait maintenant 8 ans que je suis arrivé ici. Et voici à quoi ça ressemble ici en hiver. Je sais que nous avons tendance à faire la plupart de nos tournages en été, lorsque les plantes poussent vigoureusement et que tout semble plutôt glorieux. Et à cette période de l'année, cela semble un peu plus nu. Mais il se passe encore beaucoup de choses. Alors je vais vous montrer quelques-uns des légumes d'hiver qui sont ici comme ces beaux choux de Bruxelles, l'un de mes favoris pour les légumes d'hiver. Et je peux aussi vous montrer la préparation du sol que nous faisons, qui est sans creuser, du compost paillé ici. Pas une énorme quantité, juste assez pour couvrir le sol, protéger le sol, le nourrir la vie du sol, un peu de copeaux de bois sur les chemins, et c'est tout. Donc ce n'est pas un énorme travail. Il y a une ou deux choses que j'essaye tout le temps. Cette année, on m'a donné de la poussière de basalte pour tester si cela fait une différence, mais il est encore trop tôt pour le dire. C'est quand même sympa d'essayer. Donc commençons par regarder les tas de compost. C'est là que tout débute. Les bacs à compost ici fonctionnent en ligne séquentielle. Le compost le plus ancien se trouve à l'extrémité éloignée, et le plus récent, le tas actuel, est à cette extrémité maintenant. Et c'est le 6e de l'année, depuis février. Nous sommes maintenant en décembre. C'est ce tas que je veux vous montrer cependant, car c'est intéressant. Non seulement pour les beaux champignons sur le dessus, les quelques graines de tomates qui germent, et la température y est assez impressionnante. C'est juste en dessous de 50 degrés Celsius. C'est environ 115 degrés Fahrenheit. Il fait encore assez chaud là-bas. Et ce n'est pas si vieux, ça a 2 mois. Les dates, elles sont là-haut. Les premiers ingrédients, ça a commencé là, ont été ajoutés autour de l'équinoxe en septembre. Nous avons terminé le tas 2 mois après cela, fin novembre, et l'avons retourné ici peu de temps après cela, en décembre. Et j'ai cet outil que je peux utiliser dans le tas, parce que je veux juste en sortir un peu et vous montrer comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Donc c'est l'âge moyen de 2 mois, ce n'est pas si vieux. Et ce n'est pas encore prêt, mais ça se décompose très bien. Je suis vraiment satisfait et vous pouvez probablement voir un peu de vapeur s'échapper de là, et c'est agréablement chaud. Il y a en fait un joli vert. Je trouve que les verts n'arrivent vraiment que lorsque la température se refroidit un peu. Mais c'est évidemment juste à ce stade maintenant que cela devient intéressant pour les verts. Vous voyez, c'est assez humide. Et vous savez, nous ne l'arrosions certainement pas dans notre climat. C'est pourquoi j'ai mis le toit ici, pour garder l'excès de pluie à l'écart. J'ai eu plus de problèmes au fil des années avec le compost devenant trop humide que trop sec. Une petite chose que vous pouvez faire pour vérifier cela, c'est de prendre un peu de compost dans votre main et de le presser. Si vous voulez vérifier au cas où il serait trop humide, vous pressez. Et si, en règle générale, plus de 2 gouttes d'eau sortent, cela suggère qu'il y a trop d'eau et le problème avec trop d'eau, c'est qu'il n'y a pas assez d'air. L'eau exclut l'air. Aucune eau n'est sortie, ce qui est encourageant. Le compost est certainement assez humide. En comparant avec le compost fait plus tôt, on voit qu'il est plus sec que celui du printemps. Il est humide maintenant à cause de l'automne très pluvieux que nous avons eu ici. Nous avons reçu environ 140 mm de pluie par mois durant environ 4 mois. Et donc toutes les feuilles qui entrent ici deviennent humides, alors qu'au printemps, c'était assez sec. Le compost que je retire ici provient d'un tas qui a commencé sa vie là-bas, puis a été retourné ici, et il a 7 mois en termes d'âge. C'est l'âge moyen des ingrédients qui sont entrés dans ce tas. C'était vers la fin mai. C'était de mai à début juin, et vous pouvez voir que c'est assez dense. Mais aussi quand vous tapez dessus comme ça, disons avec une fourchette est un bon outil pour briser les morceaux. Ensuite, j'utilise une pelle pour le mettre dans la brouette. Nous avons mis un peu de terre dans ce tas de compost et c'est pourquoi il a l'air un peu terreux et brun ainsi que noir, ce qui est agréable. Et c'est en fait le niveau d'humidité, je dirais qu'il est presque parfait, et il n'est pas facile d'obtenir le bon niveau d'humidité dans un tas de compost.
Donc, ce que vous voyez ici est à peu près aussi bon que possible. Et les petits morceaux qui sont là ne posent aucun problème lorsqu'il s'agit de les étaler sur le sol, car ils se décomposeront assez facilement. Tout est magnifiquement friable, mais on peut voir que c'est suffisamment humide. Et si je n'avais pas eu le toit ici, je n'aurais pas été aussi satisfait de cela. Je ne crois pas que ce serait aussi plaisant. Et l'outil que j'utilise ici est une pelle en plastique que j'ai trouvée chez le marchand de matériaux local. J'étais sceptique au début, mais j'ai décidé d'essayer. J'en suis content pour 2 raisons. C'est très léger, donc moins d'efforts, mais aussi parce que c'est très franc. Ce n'est pas comme un bord métallique, là. Il est plus facile de trouver la limite au bas du tas entre le compost et le sol. C'est juste du sol ici. Ce n'est pas sur du béton ou quelque chose comme ça. C'est juste le sol. Et si vous utilisez constamment une base de sol comme celle-ci pour un tas de compost, vous devez faire attention à ne pas continuer à creuser dans le sol et à créer une sorte de fosse. Je peux donc vérifier cela par rapport au poteau. Le sol à l'extérieur reste plus ou moins au même niveau, et maintenant, je vais prendre ma fourche plus longue et aller vous montrer comment nous utilisons cela, en préparant le jardin pour l'année à venir. La plupart des lits que j'ai aménagés ici ont maintenant reçu du compost, car nous en avons déblayé pas mal. Par exemple, à ma droite, il y avait du céleri rave et c'est terminé. Jusqu'à là, de toute façon. Nous avons donc étalé le compost après avoir fait cela. Ici, je n'ai pas encore pu étaler du compost parce que les poireaux sont plantés assez proches là, et ils vont bien cependant, ils seront récoltés pendant l'hiver, et ensuite nous éliminerons les restes et étalerons et composterons en avril. Les chicorées d'ici continueront pendant encore environ 1 mois. Je suis vraiment content car ce sont de beaux cœurs qui se portent bien bons pour la salade que je vends. Et nous avons enlevé les feuilles extérieures en décomposition. Et c'est en partie pour cette raison, parce que les vieilles feuilles comme ça, c'est là que vous trouvez les limaces. Et je trouve que si je réduis la population de vieilles feuilles, pour ainsi dire, j'ai moins de limaces, alors je fais juste ce petit bout. J'ai le temps de faire ça, car je n'ai pas de mauvaises herbes. Comme vous pouvez le constater, il y a très peu de mauvaises herbes ici. Je pense que ne pas bêcher nous sert grandement. Je vais aussi arranger ici. Ce sont des chicorées, elles ont des racines très vigoureuses, ce qui est génial, mais elles repoussent. Je veux toujours laisser la plupart des racines, mais je veux juste sortir cette souche principale, et puis l'autre chose qui se passe ici, ce sont les lapins. Ils viennent chaque nuit faire de petits trous. Alors je vais juste niveler ça. Je devrais vraiment utiliser un râteau, mais je vais prendre ça. Oh, ça ressemble à un excrément. Ça peut aller sur le tas de compost. S'il y avait des mauvaises herbes à ce stade, il y en a une. Je les arrache. Je veux juste le mettre à niveau avant. Étaler le compost, ce qui est presque le cas avec la méthode sans bêchage. Vous pouvez marcher sur le lit si nécessaire, mais la plupart du temps, évitez ça. Et je vais juste verser environ les 2/3 de ceci. Pour avoir assez à étaler, je vise un peu plus d'1 pouce peut-être. C'est difficile de donner une mesure pour la profondeur du compost, et je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet, parce que les grumeaux et l'irrégularité de ce matériau signifient que ce n'est pas comme la neige qui tombe, où vous pouvez être assez sûr que vous l'avez mesuré correctement. Et ce que vous voyez ici, c'est probablement plus facile que de vous donner un nombre, mais juste pour vous donner une idée de combien j'aime personnellement étaler. Tout le monde ne ferait pas la même quantité, donc encore une fois, il y a de la marge de manœuvre ici. Ce que je cherche à obtenir, c'est assez de compost sur ce lit, qui n'est pas toute la surface du jardin. C'est probablement environ les 3/4 peut-être de la surface totale, 2/3 à 3/4, et j'en veux suffisamment pour que la vie du sol, etc., soit nourrie pour l'année à venir, pour toute l'année. C'est une application 1 fois par an pour 2 cultures comme l'année prochaine. Cela pourrait être des carottes suivies de choux de Bruxelles, par exemple, tout au long de la même année, sans aucune application supplémentaire de compost.
et ceux-ci seront récoltés bientôt. Ensuite, j'enlèverai toutes ces racines et étalerai le reste du compost dessus. Mais en fait, je vais mettre le reste de ce compost sur ce pommier là-haut, alors regardons ça. C'est un pommier que j'ai planté il y a 2 ans. Et j'ai juste remarqué ce matin des lapins. Et c'est ce qui fait ces trous. Il y a par exemple des crottes de lapin, des petites rondes. Et je dois couvrir ça, sinon ils vont écorcer cet arbre et le tuer. C'est de la pomme Kids Orange Red. Je ne fais que sortir 1 ou 2 mauvaises herbes ici parce que je veux vous montrer la différence de désherbage là où il n'y a pas de compost. C'est un sol que j'ai aménagé ici. Ce sont des renoncules rampantes. Vraiment tenaces dans ce sol qui est collant. Et ça, la différence lorsque vous arrachez des mauvaises herbes comme ici du compost est qu'elles sortent beaucoup plus facilement. Et c'est l'une des beautés de la méthode sans bêchage et d'avoir le compost en surface. Il y a beaucoup de terre ici pour la construction de cette cabane là-bas, si vous vous posiez la question. J'avais une pelleteuse, ironique, pour creuser le sol en dessous, car sinon j'avais l'impression que c'était un peu du gâchis. Et donc cela servira, je l'utilise un peu dans le compost et l'état est partout ici l'année dernière. Et ensuite je vais juste le niveler un peu et étaler du compost parce que les arbres bordent tout. Je veux garder le sol en bon état. Je n'utilise aucun engrais, je nourris juste la vie du sol. Il y a un peu plus ici que ce dont j'ai besoin, ce serait bien de l'utiliser au moins. Et en faisant cela, puis en installant ce protège-arbre, il va aider. Cet arbre a prospéré. Il n'a pas encore produit à part 3 pommes l'automne dernier. Et je pense que cette année, il pourrait y aller un peu plus fort. Il est sur un porte-greffe M9, donc il ne va pas être énorme. J'ai juste besoin de le tailler un peu. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de différent. J'hésite un peu parce que c'est quelque chose dont je ne parle pas normalement beaucoup. C'est d'utiliser le compost des toilettes que nous avons sur la propriété ici. Donc, les excréments des gens, ils ont maintenant 18 mois, et je les mets sur mes bordures ornementales à l'avant de la maison. Pas sur les légumes, au cas où vous vous le demanderiez. Ils traversent simplement le jardin. Je vais vous montrer son apparence et le fonctionnement. Du compost fabriqué à partir de déchets humains. J'étais en train de discuter du tournage de ceci avec Edward, qui est derrière la caméra. Logiquement, ce ne devrait pas être un sujet tabou ou quelque chose dont on hésite à en parler. Mais c'était des excréments avec des copeaux de bois que nous utilisons dans les toilettes compost. Et il a environ 18 mois en moyenne. Donc je le laisse reposer pendant la majeure partie d'une année, après que les contributions ont été faites. Et puis il se répand ici et il ne sent pas du tout. Et vous pouvez voir qu'il est en très bon état et qu'il fait un excellent compost. Il y a même un petit peu de papier toilette là. La plupart du papier se décompose. Tout se transforme essentiellement en compost et je l'utilise là où nous pouvons trouver des espaces entre les buissons fleuris et les roses et autres à cette période de l'année. Et c'est sans creuser, le même principe du paillage du sol dans le jardin de fleurs, peut-être en utilisant un peu moins de compost, juste pour nourrir à nouveau la vie du sol. Et dans l'ensemble, cela réduit la charge de travail, car je trouve que le sol est paillé comme ça sur les surfaces. On ne parle pas de paillis épais ici. Si vous aviez beaucoup de mauvaises herbes, vous auriez aussi besoin de carton, mais il n'y en a pas beaucoup ici. Un paillis léger suffit à garder le sol en bonne santé et à limiter la croissance des mauvaises herbes. Après avoir beaucoup discuté du sol, intéressons-nous maintenant à quelques légumes d'hiver. Je peux vous montrer ici certains des incroyables plants de légumes qui survivent aux jours sombres de l'hiver ici à 51 Nord. Le soleil se lève vers 8 heures du matin en ce moment,
et se couche vers 4 heures. Donc il y a environ 8 heures entre le lever et le coucher du soleil. Et il fait souvent gris et nuageux comme ça. En fait, c'est plutôt une journée lumineuse. Il n'y a donc pas beaucoup de lumière, mais il ne fait pas trop froid non plus. Et ces plantes sont adaptées à ces conditions. Elles ne poussent pas beaucoup, mais elles en font souvent leurs racines. Et puis, dès le premier signe du printemps, vers fin février, soudainement vous avez cette croissance incroyable. Donc, j'ai mis des couvertures comme ça sur tout ça. C'est soit pour protéger contre les nuisibles, soit pour garder le grand vent à l'écart. Ce lit de salade, c'est principalement de la laitue rouge de Grenoble. C'est une laitue fantastique, et nous l'avons déjà cueillie 2 fois. Il y a déjà un bon kilo de feuilles, qui sont sorties de cette zone en décembre et continuent à cueillir les feuilles extérieures. Les oignons de printemps devraient commencer à être cueillis, disons début mars, pour les oignons plus gros. Il y a de la mâche qui doit être cueillie maintenant le long du chemin. Et la polaire par-dessus n'est peut-être pas le meilleur choix. Je pourrais la remplacer par un filet. Il a déjà quelques trous. Peut-être d'un chat qui rôdait dans le coin. Vous pouvez voir les dégâts là-bas. C'est un peu trop fragile pour une utilisation en hiver. Ici, j'ai plutôt un filet de maille sur les épinards, parce que je suis principalement inquiète à cause des lapins. Et ces épinards ont été plantés repiqués en septembre à partir d'un semis d'août. Et nous avons cueilli les feuilles de salade à Noël, et nous continuerons à le faire tout au long de l'hiver. C'est précieux pour ça. Et cela continuera à produire jusqu'à fin mai ou mi-mai. Voici les fèves qui ont été plantées après la dernière récolte de choux récemment. Et elles ont l'air un peu misérables en ce moment, en fait. Mais elles développent surtout leurs racines. Il y a de nouvelles tiges saines qui poussent sur la tige principale. C'est toujours un bon signe. Une fois de plus, c'est avant tout une protection contre les nuisibles. C'est une sorte de maille appelée thermocrope. C'est une sorte de couverture légèrement plus chaude que la maille, mais plus résistante que la polaire. Alors nous verrons comment ça se passe. Cela restera probablement en place. Je vais le garder pendant encore quelques mois et je pense le retirer en mars. Nous verrons ce que fait le temps. Et si tout va bien, ces fèves, appelées fava beans aux États-Unis d'Amérique, seront récoltées quelque part début juin. Normalement ici, en tout cas. Puis nous les enlevons et plantons du chou. Ce sont les 2 récoltes de l'année là-bas. Cet épinard ici va à la courge d'hiver, et cela va aux haricots grimpants. Et je vais vous montrer ensuite un lit près de la serre avec de beaux choux. Ces derniers sont enfouis depuis un moment. Donc en fait, la plantation la plus récente était ces multisemis. De touffes d'oignons de printemps, faites à différentes dates de semis. Donc ceux-là ont été semés fin août jusqu'en septembre, plantés ici après les courgettes. C'étaient des courgettes tout l'été dernier. Nous les avons retirés en septembre et plantés après avoir répandu un peu de compost fait maison, les oignons de printemps. Avant eux, il y avait le chou de Savoie, qui a eu un peu de mal avec le temps sec de l'été dernier, même si nous avons un peu arrosé, pas trop. Ces choux de Savoie semblent bien maintenant. Ils ont encore un peu de croissance à faire, et si tout va bien, ils se récoltent en mars, voire même en avril. C'est une variété tardive de choux, et ils sont très résistants à l'hiver, même les pigeons ne semblent pas trop les manger. Heureusement, si c'était le cas, je mettrais un filet par-dessus. Et le dernier légume dans ce petit bloc est le panais, qui est un légume de toute une saison. Ils ont donc été semés en mars dernier. Nous n'avons même pas encore commencé à les récolter et ils devraient être assez profonds, donc je pourrais avoir besoin d'une pelle pour les récolter. Il y a plus de légumes là-haut. Il y a des blettes, du brocoli et du chou-fleur. Nous allons regarder un peu plus près. Donc pendant l'hiver, la plupart des lits sont vides. Juste du paillis avec un peu de compost sur le dessus en attendant les plantations de printemps, mais il y a encore du chou-fleur ici, du très beau chou-fleur romanesco. Semé en juin dernier et transplanté début juillet, à peu près en même temps que le rutabaga là-bas qui est juste en terre pour être récolté à tout moment.
Nous en avons déjà récolté, et le brocoli, qui est une culture d'une très longue durée, qui a été planté en juillet après les fèves et qui a lentement grandi. Nous enlevons les feuilles inférieures lorsqu'elles commencent à tomber. Et cela stimulera une bonne poussée de croissance en mars pour une récolte de brocoli en avril, et je devrais aussi le couvrir avec un filet pour le protéger contre les pigeons qui commencent à manger certaines des feuilles maintenant. Et puis ici, je vais vous montrer le céleri rave, les poireaux et les choux de Bruxelles. Il y a ici une très jolie combinaison de choux de Bruxelles, plantés le même jour, le 18 juin dernier, entre les carottes, et ils ont été semés début mai. Ceci est une variété de choux de Bruxelles de début d'automne appelée Martha, et vous pouvez voir que nous en avons récolté beaucoup, et puis ceci en est un tardif. C'est la variété Cascade F1. Tout va bien, il va être récolté maintenant jusqu'en janvier et février, voire jusqu'en mars. C'est un merveilleux légume d'hiver, très apprécié par les pigeons. Mon expérience de cette année était d'avoir le filet plus haut pour ne pas nous gêner lorsque nous venons nettoyer les plantes et récolter les choux de Bruxelles. Cela fonctionne plus ou moins. Mais si les pigeons y entrent, voici ce qu'ils font. Ils mangent la plupart des feuilles. Ils ne mangent pas les choux de Bruxelles. Ça est donc quelque chose. Mais ils mangent les feuilles au point que les plantes ne produisent alors plus autant. Mais cela fonctionne principalement en dehors de notre chemin. Et vous pouvez voir que les beaux Bruxelles là-bas se portent bien. Alors qu'ici il y a différentes nuisibles. Le charmant céleri rave, j'en ai laissé quelques-uns juste pour montrer aux visiteurs comment ils poussent et à quoi ils ressemblent à cette période de l'année. Et juste ces 2 dernières nuits, il y a beaucoup de dégâts causés par des lapins qui les ont soudainement découverts, et je n'avais pas eu ça avant, pas beaucoup en tout cas. Eh bien voilà, beaucoup de choses mangées, donc ce que je pense faire, c'est mettre ce filet à oiseaux par-dessus. Je suis assez sûr que cela servira pour les arrêter de manger le céleri rave. C'est très utile d'avoir des couvertures comme celle-ci dans votre manche, pour ainsi dire, juste pour quand elles sont nécessaires. Comme maintenant, et nous verrons comment ça se passe. Je suis curieux plus que tout de savoir dans quelle mesure cela sera utile, mais je pense que cela arrêtera les lapins de manger ces céleris raves, donc je vais juste finir ça plus tard. C'est un autre légume d'hiver, et enfin, je vais juste mentionner que ces poireaux sont encore une fois de différentes variétés, avec aussi différents temps de récolte. Mais surtout, celui-ci n'est pas un bon. Il s'appelle géant d'hiver. Assez peu impressionné par ça. Et ils ont tous été semés en avril en multi, et plantés en même temps début août, après la betterave, le brocoli et le chou. Et celui qui a toujours donné les meilleurs résultats pour moi a été cette variété Philomène. Nous l'écrirons à l'écran pour vous, c'est bon, et différents mammouths d'automne et ce géant d'hiver, ne reflétant pas vraiment son nom. Mais dans l'ensemble, j'espère que vous avez apprécié de voir certains des nombreux légumes d'hiver que vous pouvez cultiver et récolter dans ce climat. Bien sûr, dans les climats plus froids, certains de ces légumes ne conviendront pas autant. Mais même si nous avons tous ces beaux légumes, nous préparons également le lit que nous avons examiné dans la première partie, où nous répandons simplement de la nourriture pour la vie du sol et, indirectement, nous nourrissons donc le sol pour nourrir les plantes. Donc c'est de la nourriture pour toutes les récoltes de l'année prochaine déjà. Et le seul lit à peu près qui n'a pas eu de nourriture parmi ceux que nous avons regardés est le lit de poireaux, en partie parce qu'ils sont plantés très proches. Il y a beaucoup de poireaux ici, pas énormes mais plantés assez tard. Et voilà, c'est le 8e hiver de Homemaker.